Ils ont trouvé quelque chose, et quelques semaines plus tard, plus rien. Le site était fermé, les accès interdits, les rapports classifiés. Pas de débat public. Pas de contre-enquête. Juste le silence. Et ce scénario ne s'est pas produit une seule fois, mais encore et encore, tout au long de l'histoire moderne de l'archéologie. Car certaines découvertes ne posent pas seulement des questions. Elles menacent l'architecture même de ce que nous appelons l'histoire officielle. L'archéologie est censée éclairer le passé. Mais parfois, elle fait exactement l'inverse. Elle révèle des objets trop anciens, des technologies impossibles, des structures monumentales qui n'auraient jamais dû exister à l'époque où elles ont été construites. Et quand cela arrive, une mécanique étrange se met en place. Les fouilles ralentissent. Les financements disparaissent. Les chercheurs sont discrédités. Les sites sont refermés. Non pas parce que les preuves sont faibles, mais parce qu'elles sont trop solides. L'histoire que nous connaissons repose sur une chronologie précise. L'homme chasse, puis cultive. Il invente l'écriture, puis l'architecture, puis la technologie. Cette progression linéaire est confortable. Elle donne l'illusion d'un monde compréhensible. Mais que se passe-t-il lorsque des découvertes montrent que cette chronologie est fausse, ou du moins incomplète? En 1929, dans les archives du palais de Topkapi à Istanbul, des chercheurs redécouvrent une carte ancienne dessinée en 1513 par un amiral ottoman du nom de Piri-Reis. À première vue, elle semble banale. Mais en l'examinant de plus près, quelque chose cloche. Les côtes de l'Amérique du Sud y sont représentées avec une précision troublante. Et surtout, une masse continentale apparaît au sud. Une terre qui ressemble étrangement à l'Antarctique. Le problème, c'est que cette région n'a été officiellement découverte qu'en 1820. Pire encore, la carte montre cette terre sans sa calotte glaciaire, comme si elle avait été cartographiée. Avant qu'elle ne soit recouverte de glace, ce qui remonterait à plus de 6000 ans. Piri-Reis lui-même affirme s'être basé sur des cartes beaucoup plus anciennes, héritées de civilisations disparues. Après une brève période d'études, la carte est classée, puis rangée. Aucun programme de recherche majeur n'est lancé. Elle devient une curiosité, pas une révolution. En Amérique du Sud, au Pérou, dans la péninsule de Paracas, des archéologues mettent au jour des crânes allongés d'une forme radicalement différente de celle des humains modernes. Officiellement, il s'agit de déformations crâniennes rituelles. Mais les analyses montrent autre chose. Une capacité crânienne supérieure. Une structure osseuse différente. Et surtout, lors de tests ADN partiels, des marqueurs qui ne correspondent à aucun peuple connu. Les fouilles sont rapidement limitées. Les échantillons deviennent inaccessibles. Les chercheurs indépendants sont écartés. Le sujet est relégué au rang de folklore. Pourtant, personne n'a jamais apporté d'explication satisfaisante. En Irak, dans les années 1930, des ouvriers découvrent près de Bagdad un étrange objet en terre cuite contenant un cylindre de cuivre et une tige de fer. À première vue, il ne s'agit que d'un artefact parmi d'autres. Jusqu'à ce que des scientifiques modernes réalisent que ce dispositif, une fois rempli d'un électrolyte simple, peut produire un courant électrique. Une pile. Vieille de près de 2000 ans. À une époque où l'électricité était censée être inconnue. À quoi servait-elle? Électrolyse, plaquage de métaux, usage médical? Les hypothèses abondent, mais aucune ne sera officiellement retenue. L'objet est exposé brièvement, puis disparaît des débats académiques. Il n'entre dans aucune narration acceptable. Et puis il y a Göbekli Tepe, un site situé en Turquie, découvert dans les années 1990. Des piliers de pierre monumentaux, sculptés avec une précision exceptionnelle, décorés de symboles complexes, datant de plus de 12 000. Plus de 12 000 ans. Bien avant l'agriculture. Bien avant les villes. Selon le modèle officiel, les humains de cette époque étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, incapables d'organiser une telle construction. Et pourtant, elle est là. Massive. Incontestable. Plus dérangeant encore, le site semble avoir été volontairement enterré après son utilisation, comme si ses bâtisseurs avaient voulu le dissimuler. Les fouilles progressent lentement. Une grande partie du site reste enfouie. Certains archéologues parlent d'un potentiel bien plus vaste, mais les recherches sont strictement encadrées. Aux États-Unis, au Texas, à la fin du XIXe siècle, un objet est retrouvé prisonnier d'une roche. Un marteau. Un marteau moderne, avec un manche en bois partiellement fossilisé, enchâssé dans une pierre datée de plusieurs millions d'années. Si la datation est correcte, l'objet ne devrait pas exister. Deux options seulement sont possibles. Soit l'objet est une fraude. Soit notre compréhension du passé est profondément erronée. Plutôt que d'enquêter, le monde académique choisit une troisième voie. Ignorer. Classé comme anomalie.
Ne pas poser de questions supplémentaires. Ces découvertes ont tout un point commun. Elles ne s'intègrent pas dans le récit dominant. Elles suggèrent soit l'existence de civilisations avancées bien avant ce que nous admettons, soit une perte de connaissances à grande échelle, soit une interaction avec quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et face à cette possibilité, l'institution préfère la prudence au bouleversement. Il ne s'agit pas nécessairement d'un complot centralisé. Aucun groupe secret ne tire toutes les ficelles. Le mécanisme est plus subtil, plus humain. Les carrières académiques reposent sur la conformité. Les financements sur la validation par les pairs. Remettre en cause les fondations, c'est risquer l'exclusion. Alors les découvertes dérangeantes sont minimisées, redéfinies, ou tout simplement enterrées. L'histoire est écrite. L'histoire est écrite par ceux qui établissent les cadres d'interprétation. Ce qui ne rentre pas dans le cadre est rejeté. Pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est dangereux. Dangereux pour les certitudes. Dangereux pour les manuels scolaires. Dangereux pour l'idée même de progrès linéaire. Pourtant, ces objets existent. Ces sites sont réels. Ils peuvent être mesurés, analysés, datés. Ils ne demandent pas à être crus. Ils demandent à être étudiés honnêtement. Mais cela impliquerait d'accepter une idée vertigineuse. Celle que l'humanité a peut-être connue des âges d'or oubliés. Des effondrements. Des renaissances. Que notre civilisation actuelle n'est peut-être pas la première à atteindre un haut niveau de complexité. Et si l'histoire n'était pas une ligne droite, mais une boucle? Et si ce que nous appelons progrès n'était qu'un retour partiel à un savoir ancien perdu? Et si certaines vérités avaient été jugées trop déstabilisantes pour être enseignées? Le silence autour de ces découvertes n'est pas une preuve de mensonge. C'est une preuve de malaise. Un malaise face à l'inconnu. Face à l'idée que le passé pourrait être bien plus vaste, bien plus complexe, et bien plus inquiétant que ce que nous avons appris. Car au fond, le plus grand mystère n'est pas ce que ces découvertes révèlent. C'est la raison pour laquelle on a cessé de les chercher.